Le monde marin occupe plus des 2/3 de la surface terrestre et abrite un ensemble de ressources indispensables à l'homme. 3 grandes tribus d'êtres vivants se partagent les océans et les mers du globe. Celle des végétaux et des animaux, irrémédiablement fixés au sol. Celle des nageurs, qui vivent entre 2 eaux mais qui choisissent eux-mêmes les grandes directions à prendre, et donc les lieux où ils désirent vivre. Et puis, il y a l'étonnante tribu du plancton. Des milliards d'animaux et de végétaux de toute taille, incapables de choisir leur lieu et leur direction de vie. Les courants marins sont les maîtres de leur destinée. Nous ne percevons qu'une infime partie de la richesse des mers, et pour cause. 90% du monde vivant qu'elles abritent sont microscopiques. Le plancton, en grande partie invisible à l'œil nu, se compose d'une grande variété d'espèces végétales et animales qui répondent au doux nom de diatomées, d'Unaliella, spiruline, Odontella ou Artemia. Trop longtemps négligé, le plancton est en fait un élément essentiel à la survie de l'écosystème marin. Les observations menées sur le plancton végétal, dont certaines espèces existent depuis 3,5 milliards d'années, ont même conclu qu'il était à l'origine de la vie sur Terre. Plus récemment, l'extraordinaire richesse du plancton s'est mise au service de l'homme. Les multiples espèces planctoniques animales ou végétales dévoilent un formidable potentiel pour répondre aux défis de l'avenir. Objet de convoitise, porteur d'espoir, le plancton est au cœur des questionnements actuels en matière d'alimentation, d'énergie renouvelable, de climat planétaire ou encore de recherche fondamentale, médicale ou cosmétique. En s'immergeant dans cet univers méconnu, nous allons découvrir comment les capacités des espèces planctoniques peuvent s'avérer être autant d'outils efficaces au service de l'humanité. Et nous verrons que le plancton possède bien plus d'un atout. L'extraordinaire richesse du plancton se mesure avant tout par son potentiel alimentaire. Dans les milieux aquatiques, le plancton est en effet à la base de la chaîne alimentaire marine. L'homme puise dans la mer plus de 20% de ses protéines. Les ressources marines naturelles diminuant chaque année, l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons, de mollusques ou de crustacés, prend de plus en plus d'ampleur. Or, la réussite de ces élevages est indissociable de la maîtrise de la culture du plancton, qui constitue donc un enjeu capital pour les fermes marines. À l'agrocampus de Begmail, en Bretagne, un établissement d'enseignement et de recherche sur les ressources marines, Pierre Molot garde toujours un œil rivé sur son plancton. Quand on parle de plancton, il faut toujours préciser qu'il s'agit du plancton végétal ou du plancton animal. Le plancton végétal, les phytoplanctons, les diatomées, les chlorophycées, tout ça, sont des bons indicateurs de bonne santé du milieu. Et ils sont très fragiles, leur durée de vie est courte, et ils se reproduisent, ils se divisent. Et donc, du matin au soir, quand on fait des prélèvements, on peut avoir un certain type de phytoplancton le matin et un autre à midi et un autre le soir, au même endroit. Le zooplancton, le plancton animal, lui, il a une durée de vie de quelques jours, voire quelques semaines. Donc il s'installe un peu plus durablement. Donc c'est des indicateurs qui réagissent très rapidement à la qualité des eaux. L'oursin des Glénans est une espèce menacée. Sa reproduction en laboratoire implique de réinventer la chaîne alimentaire naturelle.
On parle souvent de chaîne alimentaire. On n'aime pas trop parce que nous, on préfère parler de réseau trophique. C'est-à-dire qu'on part d'une diatomée, par exemple, qui va nourrir un certain type de zooplancton permanent, qui nourrira un zooplancton temporaire, qui nourrira un juvénile de poisson, qui lui servira de nourriture fourrage à un poisson un peu plus gros, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des thons, à des requins, tout en haut de la chaîne alimentaire. Mais en fait, c'est un réseau trophique. À chaque phytoplancton correspond un réseau trophique qui nous amène. Et à chaque fois qu'on va diminuer la diversité du phytoplancton, eh ben, on va diminuer ces réseaux trophiques. Voilà, des espèces qui risquent de disparaître parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, quoi. Comme l'oursin, chaque crustacé, chaque poisson ou chaque mollusque passe par un état larvaire appelé plancton temporaire. Il y a encore quelques semaines, ces alevins en faisaient partie. En aquaculture, les nourrir représente l'étape la plus difficile à réaliser. Très vite, leur alimentation exige du plancton animal en quantité. Or, pour le moment, une seule espèce de zooplancton, l'Artemia, est produite et exploitée dans les fermes piscicoles. La production en grande quantité des autres espèces de plancton animal se révèle en effet très compliquée. Pour trouver une alternative à ce problème, la communauté scientifique recherche d'autres espèces de plancton animal susceptibles de se reproduire facilement en captivité. L'Institut des ressources aquatiques de Copenhague, au Danemark, concentre une partie de ses recherches sur un groupe de plancton animal incontournable, les copépodes. Dans les mers et les océans du globe, la masse des copépodes est estimée à 40 milliards de tonnes par an, soit l'équivalent de plus de 100 fois notre production mondiale de viande d'élevage. Par conséquent, en termes d'abondance et d'importance nutritive, ces petits crustacés surpassent toutes les autres espèces de zooplancton. Thomas Kjørbø étudie les copépodes depuis près de 20 ans. Tout d'abord, c'est le plancton animal le plus abondant de l'océan. Il représente environ 80% de tout le plancton animal. On les considère comme les organismes multicellulaires les plus abondants de la planète. Ils sont extrêmement importants. Nous possédons des copépodes en culture depuis des années. Nous les suivons génération après génération, donc nous savons les élever. Ils sont parfois utilisés en aquaculture et sont reproduits à plus grande échelle pour nourrir les poissons. Malheureusement, l'élevage intensif des copépodes est coûteux et ne se justifie que dans des niches économiques très spécifiques. Sa généralisation impliquerait des cultures parallèles de plancton végétal en quantité colossale pour les nourrir. Je ne pense pas qu'il soit réaliste d'envisager de les élever à grande échelle comme source de protéines pour la consommation humaine. Cela demanderait d'énormes volumes d'eau. Économiquement, c'est infaisable. Malgré un potentiel extraordinaire, l'exploitation du plancton animal en tant que source d'alimentation directe pour l'homme n'est pas à l'ordre du jour. Jusqu'à présent, l'élevage des copépodes est réservé à des secteurs précis de l'aquaculture, mais également à l'aquariologie, qui, pour répondre à la forte demande en poissons tropicaux, reproduit en captivité de plus en plus d'espèces dans le but de préserver les récifs de coraux. Les copépodes, plus petits que les Artemia, sont utilisés pour nourrir les minuscules alevins de ces poissons d'ornement. Cependant, face aux difficultés économiques liées à la production de plancton animal en quantité, tout espoir n'est pas perdu. L'ensemble des espèces qui composent le plancton végétal constitue en effet un formidable réservoir nutritif. Parmi elles, la spiruline est le complément alimentaire planctonique le plus utilisé au monde. Cette algue microscopique, que l'on rencontre naturellement dans les lacs salés, contient presque 3 fois plus de protéines que la viande. La spiruline était déjà consommée par les Aztèques il y a des siècles. Jean-Louis Traverse, lui, la fréquente presque quotidiennement depuis près de 5 ans.
Au Kenya, un jour, j'ai vu dans un petit village un monsieur qui remuait dans un bassin, donc il n'y avait pas d'électricité, avec un balai, un petit bassin de spiruline. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, monsieur, avec ça, je nourris tout mon village. Autour du lac Tchad en Afrique, tout comme au Pérou en Amérique du Sud, la récolte et la consommation de spiruline sont le fruit d'un savoir ancestral dont l'exploitation dévoile aujourd'hui ses multiples propriétés bénéfiques à l'homme. En fait, la spiruline, c'est une algue. Et on s'est aperçu que cette algue avait des vertus exceptionnelles. Elle contient notamment entre 50 et 70% de protéines végétales naturelles. Elle a beaucoup de bêta-carotène, de fer, de potassium, de calcium, de magnésium. Elle a le fait de régénérer vos cellules et de vous renforcer vos défenses immunitaires. En fait, c'est un antioxydant naturel. C'est très très bon pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux. Et ça vous donne tonus et vitalité. Je me suis dit, pourquoi pas construire des bassins dans des serres existantes, parce que je suis un ancien horticulteur, justement pour en vivre d'une part, et après distribuer une partie de ma spiruline dans des pays qui en ont besoin. Alors j'ai fait ça au début, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à donner de la spiruline dans des associations ou dans des villages, donc ils se sont nourris de la spiruline. Et après je me suis dit, maintenant ça suffit, il faut qu'ils construisent eux-mêmes leur bassin. Et donc je vais tous les hivers, je récolte de mai en octobre, et à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, je vais à Madagascar ou dans d'autres pays d'Afrique construire des bassins dans des villages, justement pour que ces personnes soient autonomes. 2 grammes de spiruline par jour qu'on donne à un enfant malnutri à l'article de la mort, mélangé à son mil, à son riz. En 6 mois de temps, il court, il s'amuse avec les autres copains. C'est extraordinaire. Ça vous remet un enfant sur pied au bout de 6 mois. La production de spiruline peut être industrielle, ou comme ici, issue de fermes de culture artisanales. La pâte récupérée sur le tamis est pressée, transformée en spaghettis, qui après séchage sont réduits sous forme de paillettes directement consommables, indépendamment ou en association avec d'autres aliments. La spiruline est l'exemple le plus connu et le plus répandu de culture de plancton végétal. Mais les 26 000 espèces sauvages de phytoplancton commencent tout juste à nous révéler l'étendue de leurs capacités en matière d'alimentation. L'intérêt que suscite aujourd'hui une autre espèce de plancton végétal, la chlorelle, dépasse largement le seul secteur alimentaire. Depuis quelques années, cette microalgue d'eau douce intéresse de très près la recherche médicale. Au cœur de l'Allemagne, le site de production de chlorelle de Klötze abrite plus de 500 km de tubes de verre. Il s'agit du plus grand photobioréacteur industriel de plancton au monde, dans lequel plus de 50 tonnes de chlorelle sont produites chaque année pour de multiples applications. On utilise tout d'abord la chlorelle comme complément alimentaire. Elle recèle une forte concentration en protéines. La chlorelle est également intéressante pour ses propriétés détoxifiantes. Elle permet notamment d'éliminer du corps humain des toxines et des métaux lourds. Les membranes cellulaires du petit plancton végétal dévoilent une caractéristique rare, la chélation, un procédé chimique de capture de toxines ou de métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Lors du processus de fabrication, le passage des chlorelles pendant quelques secondes dans un four à 250 degrés a pour conséquence de briser les parois cellulaires et d'accroître ainsi les capacités de chélation. Depuis quelques années, de nombreux praticiens à travers le monde signalent les effets bénéfiques de l'ingestion de chlorelle pour diverses pathologies.
C'est vraiment un nouveau champ de recherche à explorer, visant à améliorer le système immunitaire. Ça concerne particulièrement les maladies liées au stress, ou les maladies dites de civilisation. On observe par exemple une influence positive sur les taux excessifs de sucre dans le sang chez les diabétiques, une influence positive sur les taux excessifs de cholestérol, ou en cas d'hypertension. L'ingestion de chlorelle a des effets antitumoraux. C'est très intéressant à observer. Et il est important de poursuivre les recherches, car c'est peut-être une source naturelle pour de nouveaux médicaments dans le futur. Dans les pays occidentaux, la chlorelle est seulement reconnue comme complément alimentaire. En revanche, elle est utilisée dans les hôpitaux du Japon depuis une trentaine d'années. La chlorelle y est même déclarée d'intérêt national. Comme toutes les autres espèces de phytoplancton, cette petite algue contient à l'intérieur de ses cellules une grande quantité de chlorophylle, une molécule naturelle largement utilisée en médecine, mais également grande productrice d'oxygène. L'ensemble du monde animal respire en grande partie grâce au plancton végétal, qui produit chaque jour plus de 60% de l'oxygène atmosphérique, soit bien plus que les forêts tropicales. Le plancton végétal est même à l'origine du taux élevé d'oxygène contenu dans l'atmosphère terrestre, qui a favorisé l'apparition des végétaux, des animaux et des hommes. Si les océans sont aujourd'hui les véritables poumons de la planète, ils le doivent à la chlorophylle du phytoplancton, qui par photosynthèse absorbe du gaz carbonique en quantité considérable et produit de l'oxygène, tout cela grâce à la lumière du soleil. Certaines espèces appartenant au plancton animal sont elles aussi nos alliés naturels contre les excès de gaz carbonique. C'est le cas d'un étrange groupe zoologique, les apindiculaires. À l'Institut des ressources aquatiques de Copenhague, Fabien Lombard étudie une espèce d'apindiculaire vivant dans les mers froides. Les apindiculaires sont très très proches de nous, vu que ce sont un peu les ancêtres de tous les vertébrés, c'est-à-dire juste avant que les organismes commencent à fabriquer une colonne vertébrale. C'est-à-dire avant les premiers poissons, etc. Les apindiculaires ont le même développement embryologique que nous, tout du moins dans les premiers stades de notre développement embryologique. Proches de nous, certes, mais leur apparence n'en demeure pas moins bigarrée. Long de 2 mm, chaque animal est composé d'une tête qui contient tous les organes vitaux, digestion, reproduction, centre nerveux. Juste en dessous, le filament qui vibre presque en permanence, c'est la corde, l'ancêtre zoologique de notre colonne vertébrale. Mais le plus surprenant réside dans la logette muqueuse que les apindiculaires fabriquent avec leur bouche pour filtrer l'eau de mer. Une fois gonflée d'eau, cette logette prend une forme circulaire qui entoure l'animal. En ondulant, cette corde propulse l'eau à l'intérieur du filtre, qui trie les particules alentour et ne laisse circuler vers la bouche que les cellules de taille adéquate. Cette logette est tellement efficace en fait qu'elle va finir par se colmater au bout d'un moment, et donc l'apindiculaire est obligé de la quitter et va en resécréter une nouvelle très rapidement. C'est l'utilisation de ces logettes par les apindiculaires que Fabien Lombard étudie avec le plus de précision. À la moindre agression, ou dès que le filtre est saturé de particules, l'animal se dégage de sa logette et en gonfle une neuve qu'il a fabriquée à l'avance. Il semble que chaque individu change de logette plus de 10 fois par jour. Si on multiplie ce nombre par la quantité astronomique d'apindiculaires que véhicule le plancton des océans, la masse obtenue est tout simplement gigantesque. Ces logettes, en fait, une fois abandonnées, avec toutes les particules qui vont rester à l'intérieur,
et participer à ce qu'on appelle le cycle du carbone. Parce qu'en fait, les appaniculaires vont filtrer des algues qui vont être en surface et grâce à ces logettes, vont envoyer tout ça en profondeur où ce carbone va être stocké dans les sédiments et va ainsi être plus ou moins piégé. Le carbone contenu dans les vieilles logettes qui coulent au fond des océans rejoint alors celui des milliards de particules organiques en provenance des êtres vivants du milieu marin en décomposition. Les scientifiques appellent ce vaste balai en direction des profondeurs la neige marine. Séquestré au fond des océans, le carbone ne retournera pas dans l'atmosphère à l'état de gaz carbonique. Dans une proportion inconnue jusqu'ici, les appendiculaires comptent peut-être parmi nos meilleurs alliés pour limiter l'effet de serre et l'acidification des océans. Le dépôt de carbone accumulé au fond des océans pendant des millions d'années est à l'origine de la formation de divers types de roches sédimentaires, provenant en majeure partie des algues planctoniques marines. Parmi ces roches, le pétrole est certainement la plus connue de toutes. Ce carburant fossile est le résultat de la lente transformation de résidus d'êtres vivants, majoritairement planctoniques, accumulés pendant des millions d'années au fond des océans. Le pétrole n'est donc qu'un sous-produit de l'incontournable plancton. Un enjeu de taille se présente alors, celui du plancton comme une nouvelle source d'énergie. Le projet européen Shamash, né sur les bords de la Méditerranée, s'inspire de ce raisonnement. Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place pour répondre à un objectif précis: puiser dans la diversité du plancton une source d'énergie renouvelable. À la station CNRS de Villefranche-sur-Mer, le laboratoire d'Antoine Siandra est le centre névralgique du projet de recherche. C'est seulement sous certaines conditions, recréées en laboratoire, que des espèces planctoniques se mettent à fabriquer et à accumuler des grosses quantités de graisse. Et qui dit graisse ou huile dit carburant. Olivier Bernard est ingénieur en automatisation. Il y a trois possibilités. Soit on utilise des espèces qui peuvent accumuler des huiles, et ces huiles ensuite peuvent être transformées en biocarburant, en biodiesel, première possibilité. Deuxième possibilité, on utilise des espèces qui sont capables de produire de l'hydrogène, l'hydrogène pouvant aussi à terme devenir un carburant. Et enfin, dernière possibilité, on méthanise ces algues de manière à produire du méthane, qui est un carburant qui est utilisé par exemple en Scandinavie de manière assez forte. Dans le laboratoire de Villefranche-sur-Mer, c'est la production de biocarburant qui a été choisie. Un petit photobioréacteur, de seulement quelques litres, analyse les moindres faits et gestes du plancton qu'il contient. Les espèces pressenties sont testées pour leurs qualités énergétiques selon leur concentration en lipides. Les cellules phytoplanctoniques peuvent contenir jusqu'à 80% de lipides, mais ça, c'est pas du tout naturel. Pour arriver à ce résultat, il faut les stresser, il faut les carencer en azote. Et cette carence en azote va conduire à l'accumulation de lipides. Pour le moment, une vingtaine de microalgues planctoniques ont déjà été testées. Dans ce laboratoire, les huiles extraites du plancton se chiffrent en millièmes de litre. Pour l'instant, c'est relativement timide à l'échelle de la planète. Il n'y a pas encore de production, de très très forte production de phytoplancton. On est à quelques milliers de tonnes par an, ce qui est ridicule si on imagine des productions de biocarburants. Il y a des projets un peu partout sur la planète qui essayent d'imaginer donc des modes de production à beaucoup plus grande échelle de phytoplancton, notamment aux États-Unis, en Australie, en Chine. Au laboratoire CIRAD de Montpellier, où se déroule la phase ultime du projet,
des études préliminaires sont effectuées sur la manière dont brûle le biodiesel obtenu à partir des huiles extraites du plancton végétal. Aujourd'hui, le biodiesel est exclusivement issu de productions agricoles, celle du colza, de la betterave, du tournesol ou même de la canne à sucre. Alors, l'avantage d'utiliser du phytoplancton pour produire du biodiesel est multiple. D'abord, donc, on a des productivités qui sont bien plus fortes qu'avec les espèces terrestres, parce que les microalgues peuvent se développer beaucoup plus rapidement. Elles ont à proximité tout ce dont elles ont besoin pour leur croissance, ce qui peut permettre d'imaginer des productions à l'hectare qui seront 30 fois supérieures à ce qu'on sait faire aujourd'hui avec les espèces oléagineuses terrestres. Mais simplement pour ça, on a encore de la recherche à faire et un grand nombre de verrous à lever, de problèmes scientifiques relativement difficiles qui pour l'instant empêchent d'imaginer des productions industrielles. Donc il faudra compter une dizaine d'années avant qu'on soit capable de produire à grande échelle, de manière industrielle, du phytoplancton qui permettrait de faire des biocarburants. Ça y arrive et ça y reste. La régulation phytoplancton. On n'est pas du tout en concurrence avec des cultures alimentaires, parce qu'il y a un problème des biocarburants actuels. Et par ailleurs, ces technologies n'ont pas recours à des apports massifs d'engrais ou de pesticides, qui sont un point un peu délicat sur les biocarburants actuels. Aujourd'hui embryonnaires, les enjeux économiques deviendront considérables une fois que les scientifiques auront trouvé l'espèce de plancton miracle et mis au point le procédé de culture optimale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, on ne la produit pas. Simplement, c'est de l'énergie solaire, de l'énergie qui vient du soleil, qui est captée lors de la photosynthèse par les microalgues, par le phytoplancton, et ensuite qui sera libérée par des processus construits par l'homme. Donc ce n'est pas une énergie qu'on va fabriquer, c'est une énergie qu'on récupère. Si le potentiel en biocarburant planctonique est encore en devenir, les bienfaits du plancton ont attiré d'autres industries. Depuis les années 80, l'île d'Ouate abrite un laboratoire privé de cosmétiques qui concentre ses recherches sur le phytoplancton unicellulaire. Joël Lorec, biologiste, dirige le laboratoire depuis plus de 15 ans. Chaque cellule est une véritable petite usine biologique. Et donc, ces algues-là qui sont planctoniques, quand les conditions environnementales deviennent mauvaises, n'ont pas d'autre moyen pour se défendre et survivre que de synthétiser des molécules qui vont les protéger des agressions de l'extérieur. Si les conditions environnementales deviennent mauvaises, un poisson, il donne quelques coups de queue, il s'en va. Une algue, elle est coincée, une microalgue, un phytoplancton est coincé dans sa masse d'eau. Donc il est obligé de se défendre par la synthèse de molécules chimiques. Or, ces molécules chimiques synthétisées par le plancton possèdent souvent les qualités qui peuvent également protéger les cellules de notre peau contre les agressions extérieures. Soleil, pollution, sécheresse. À l'inverse de l'eau de mer qui réunit des milliers d'espèces planctoniques en quantité diluée, chaque fiole du laboratoire ne contient qu'une seule espèce à la fois. Plus la couleur est dense, plus le plancton est nombreux. La base de la culture, c'est comme de l'horticulture. En fait, il vous faut un bon terreau, et pour nous, le terreau, c'est le milieu marin, qu'on enrichit comme les terreaux en oligo-éléments, en différents éléments, puisqu'on arrive quand même à des concentrations très importantes et bien supérieures à ce qu'on a dans la mer au niveau de nos cultures. Donc il faut bien évidemment enrichir un peu le milieu, mais après le développement c'est à la base de la photosynthèse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière et également des apports de gaz carbonique. Afin de décupler les exceptionnelles qualités du plancton, ce dernier est soumis 24 heures sur 24 à la lumière artificielle à laquelle il s'adapte. On peut également jouer sur l'intensité de la lumière, ou varier et moduler les apports en sels minéraux nutritifs. En fonction de ces paramètres, les cellules planctoniques modifient leur chimie interne.
C'est une illustration de la flexibilité du plancton, sa fameuse capacité d'adaptation aux contraintes du milieu. De ces expériences, on extraira un grand nombre de molécules qui viendront améliorer la composition de produits cosmétiques. Si le plancton a d'ores et déjà révélé une partie de ses incroyables secrets, il n'en reste pas moins mystérieux dans de nombreux domaines. C'est pour cela que la recherche fondamentale, libérée des contraintes économiques, s'y intéresse de près. En effet, les travaux des chercheurs favorisent une meilleure compréhension de la vie planctonique même et de ses processus génétiques, dont découleront sûrement de nombreuses applications au service de l'homme. Les études menées à Villefranche-sur-Mer sur la petite méduse Clitia en constituent un bon exemple. Les méduses, qui font partie intégrante du plancton animal, ont plutôt mauvaise réputation. Elles peuvent être à l'origine de pullulations, de déséquilibres écologiques et de piqûres plus ou moins dangereuses. Mais Clitia, qui ne dépasse pas 2 cm de diamètre, n'est pas urticante. Depuis près de 10 ans, une équipe de chercheurs français, japonais et anglais suit de très près la reproduction de ce petit animal. Clitia constitue un sujet scientifique de premier choix en termes d'évolution des espèces, de génétique, d'embryologie et même de médecine. Evelyn Uliston dirige le laboratoire. Dans notre laboratoire, nous étudions principalement la phase sexuelle de la reproduction. C'est ce qui nous intéresse le plus. Comment un embryon se développe à partir d'un œuf. La méduse est un très bon modèle pour cette étude car elle est très simple et transparente. Nous pouvons voir tout ce qui se passe. Clitia n'est pas blanchâtre comme beaucoup de méduses, mais parfaitement transparente, ce qui permet l'observation des 4 verres situés sur le côté de l'ombrelle chez les méduses femelles. Les observations scientifiques commencent dès la phase de maturation des ovocytes, à l'intérieur même de l'ovaire. Il semblerait que de nombreuses informations concernant le futur embryon soient déjà en place dans la cellule femelle, bien avant la rencontre avec le spermatozoïde. Dans l'étude des méduses, ce sont les questions d'évolution qui m'intéressent le plus. Les cnidaires, c'est-à-dire le groupe zoologique des méduses, du corail et des anémones de mer, s'est séparé très tôt du reste du monde animal dans l'évolution. Ainsi, en comparant leur développement embryologique avec le nôtre, on peut avoir une idée de la biologie de notre ancêtre commun. C'est comme regarder votre cousin pour savoir à quoi votre grand-père pouvait ressembler. Grâce à l'implantation de marqueurs génétiques sur tel ou tel gène de la cellule femelle initiale, Tsuyoshi Momose effectue des observations au microscope à fluorescence qui lui permettent de déterminer l'origine des différentes parties de l'embryon. Cette technique de marquage a permis à l'équipe de Villefranche-sur-Mer de réaliser des avancées remarquables en matière de génétique et d'évolution des espèces. Le répertoire des gènes chez les cnidaires est très proche du répertoire des humains ou d'autres animaux. Ce fut une grosse surprise il y a quelques années quand des gens ont commencé à étudier les gènes présents. Finalement, les caractéristiques génétiques et embryologiques du plancton Clitia se révèlent étonnamment proches de celles de l'homme. Pourtant, près de 600 millions d'années séparent l'apparition sur Terre des 2 espèces. L'intérêt scientifique de la petite méduse translucide est loin de s'arrêter là. La planula, le dernier stade larvaire, est mobile grâce à une rangée de cils minuscules qu'elle porte à sa surface. On pourrait logiquement supposer que cette larve microscopique va se transformer en méduse adulte. Or, il n'en est rien.
Délaissant le monde mobile du plancton, la planula se fixe sur le sol marin et se transforme en un petit être plus proche du corail que de la méduse, le polype. En quelque sorte, c'est une deuxième forme adulte. Cette sédentarisation donnera lieu à un mode de reproduction asexué. Munis de tentacules, les polypes, qui ne sont plus eux-mêmes planctoniques puisqu'ils sont fixés, se nourrissent par contre de zooplancton, tout comme la forme méduse. Mais le plus étonnant réside dans la multiplication des polypes, qui rappelle la croissance des fraisiers. Leur base émet une prolongation plaquée au sol, sur laquelle, ici et là, poussent de nouveaux polypes. Après quelques mois, une véritable colonie de polypes génétiquement identiques apparaît. Dès lors, les polypes du plancton Clitia interrogent les chercheurs sur des notions scientifiques fondamentales, comme celle du concept d'individu ou même d'immortalité. Il est très difficile de définir ce qu'est un individu dans cette espèce parce que chaque colonie provient d'un unique embryon, donc d'une seule fécondation. En un sens, on pourrait dire qu'une colonie est un seul animal. Normalement, ces polypes grandissent sur le fond de l'océan. Rien ne nous permet de déterminer une quelconque durée de vie pour ces animaux. Ici, nous possédons les mêmes colonies de polypes depuis plus de 6 ans et c'est une question fascinante. En un sens, cet animal est immortel. Mais comment repasse-t-on du polype à la méduse ? Certains polypes spécialisés se mettent à bourgeonner, propulsant dans l'eau environnante de minuscules méduses Clitia. Les chercheurs de ce laboratoire, qui a priori ne se préoccupent pas de recherche appliquée, ont néanmoins attiré l'attention de la recherche médicale. Vous pouvez retirer n'importe quelle partie de la méduse, elle repoussera. Si vous enlevez la bouche, elle repoussera. Si vous retirez un ovaire, il repoussera. Si vous retirez un tentacule, il repoussera. Si vous isolez un ovaire, il continue à régénérer ses tissus dans l'organe isolé et il continue même à fonctionner pendant quelques jours. Cette plasticité a suscité beaucoup d'intérêt pour la régénération des tissus. Si nous arrivons à trouver quels gènes ou quels mécanismes moléculaires sont impliqués dans cette capacité régénérative, cela pourrait mener à des applications en matière de régénération, y compris au niveau médical. Par un juste retour des choses, les hommes commencent seulement à se mettre au service du plancton. L'humanité prend enfin la mesure du rôle primordial joué par le plancton dans l'histoire de la vie sur Terre. Mais il faut encore comprendre son importance décisive dans l'évolution future de nos climats et de nos ressources alimentaires marines. À l'agrocampus de Begmail, en Bretagne, Pierre Molot ne cesse d'insister sur la nécessité absolue de surveiller l'évolution des populations planctoniques mondiales. Il est très important d'étudier le plancton végétal, le phytoplancton ou le zooplancton, et d'avoir l'œil rivé sur le microscope en permanence, pas pour des raisons économiques, mais pour le plaisir seulement d'observer, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, et si on regarde ponctuellement le plancton, ça ne sert à rien. Il faut en permanence avoir des hommes et des femmes qui sont penchés sur le microscope, qui vont prélever du plancton pour prélever du plancton, l'observer pour l'observer, parce que quand il y a un phénomène, une mortalité ou une disparition d'espèces, on ouvre le livre d'histoire et on peut raconter ce qui s'est passé dans les mois, voire les années précédentes au niveau de l'évolution des populations de phytoplancton. Malgré ses formidables capacités d'adaptation, le plancton est affecté par les dérèglements environnementaux.
Moi, j'ai la chance depuis plus de 39 ans d'observer le plancton. Et c'est vrai qu'au début de ma carrière, quand j'observais le plancton, je voyais une diversité. C'était vraiment un spectacle quand on mettait une goutte d'eau. Aujourd'hui, je trouve que la diversité du plancton se réduit énormément. On trouve des blooms, comme on dit, de phytoplancton monospécifiques, et c'est toujours les mêmes. Et voilà, ça, c'est une inquiétude que j'ai, c'est qu'on a toujours du phytoplancton, mais on perd de la diversité. L'agrocampus de Begmail est situé dans un environnement stratégique où les conflits d'intérêts entre les différentes activités économiques de la région font du plancton la principale victime. C'est pourquoi, dans cette station de recherche, qui est aussi un centre d'enseignement destiné à la pêche et à l'agriculture, la diffusion des connaissances et des résultats scientifiques est une priorité. On a eu une idée ici, à Begmail, au Sampama, de réunir les professionnels des productions primaires, c'est-à-dire agriculteurs, conchyliculteurs et pêcheurs. Donc les trois professions se réunissent depuis déjà presque 10 ans et on se met autour de la table et on essaie d'expliquer aux agriculteurs que certaines pratiques peuvent avoir des conséquences au large. Et donc ils ne le savaient pas, et donc nous, notre travail ici au Sampama, c'est de rendre visibles les perturbations du plancton suite à des activités agricoles, par exemple. Donc ça, c'est notre travail, c'est d'arriver à mieux se comprendre pour mieux défendre son environnement. L'aboutissement des recherches sur le plancton de culture ou d'élevage pourrait apporter un soutien décisif à l'humanité pour faire face aux nombreux défis économiques, démographiques et écologiques du XXIe siècle. Cependant, agressé par la profusion des activités économiques et polluantes, le plancton subit des déséquilibres qui menacent sa diversité. La protection du plancton demeure ainsi un enjeu primordial pour l'équilibre de notre planète.